Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, la vérité sur Babylone. Des chercheurs pensent qu'ils viennent de découvrir la vérité choquante sur l'ancienne Babylone. Cette découverte est liée au récit biblique de la tour de Babel, l'un des récits les plus étranges de la Bible que l'on trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 11. Les écrits précisent que la tour a été construite à Babylone après le grand déluge. Les êtres humains se sont réunis et ont construit une tour si immense qu'elle pouvait atteindre les cieux, ou du moins, les hommes voulaient qu'elle atteigne les cieux. Cependant, lorsque Dieu s'est rendu compte de ce que faisaient les hommes, il se serait mis en colère. Il était contrarié que le peuple de Babylone ait eu l'audace de croire qu'il pouvait construire une tour qui atteindrait le royaume de Dieu. Dieu aurait donc détruit la tour et fragmenté le langage humain. Puisque selon les écrits, jusque-là, tout le monde parlait le même langage, à savoir la langue adamique. Mais Dieu ne voulait plus que les hommes se concertent et il aurait alors divisé la langue universelle en des milliers d'idiomes. Mais la plupart des experts pensent que la tour de Babel n'est qu'un mythe, mais des archéologues viennent peut-être de trouver une preuve potentielle de son existence. Le docteur Irving Finkel du British Museum a découvert une brique recouverte d'un matériau très inhabituel. Selon Finkel, cette brique date de l'époque du roi Nabuchodonosor II, le souverain que l'on dit responsable de la construction de la tour. Le roi Nabuchodonosor II était un personnage bien réel qui en 586 avant notre ère a tenté de conquérir le monde entier. Les documents historiques montrent qu'il s'est emparé de la ville de Jérusalem, puis qu'il a volé les esprits les plus instruits et les ouvriers les plus qualifiés, les forçant par la même occasion à retourner à Babylone pour construire de grands ouvrages pour lui et son royaume. Le docteur Finkel pense que le roi Nabuchodonosor a forcé les habitants de Jérusalem à construire la tour de Babel, qui est ensuite devenue un symbole d'oppression. Et lorsque les différents livres de l'Ancien Testament ont été écrits, les auteurs ont intégré la tour dans leur récit, car elle constituait une partie très importante de leur histoire. Et vous vous demandez certainement ce que le docteur Finkel a trouvé pour qu'il puisse affirmer avoir la preuve d'un tel récit. Les briques récemment découvertes à Babylone contenaient des traces de bitume, un ancien goudron utilisé comme mortier, spécifiquement mentionné dans la Bible. De petites lettres sur la brique épellent également le nom de Nabuchodonosor, ce qui signifie qu'il a personnellement commissionné la construction du bâtiment pour lequel la brique a été utilisée. Et ces découvertes pourraient bel et bien indiquer que la tour de Babel aurait existé. Les briques indiquent la bonne époque, le bon roi et la bonne méthode de construction. Tout un faisceau de preuves qui corrobore les écrits. Mais cette brique aurait très bien pu être utilisée pour d'autres bâtiments. Mais si autant du détail du récit sont corroborés par des preuves archéologiques, il est donc possible que la tour ait existé et qu'elle ait été l'une des constructions les plus impressionnantes jamais réalisées, peut-être même plus impressionnante que les pyramides d'Égypte. Numéro 7. L'IA qui déterre les mots du passé. Les écritures indéchiffrables constituent l'un des plus grands mystères auxquels sont confrontés les archéologues aujourd'hui. D'anciennes écritures, comme la mystérieuse écriture de l'Indus et le cunéiforme, continuent d'entraver nos découvertes sur le monde antique. Mais si les chercheurs pouvaient utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour révéler leurs secrets, les scientifiques pensent que des modèles tels que ChatGPT pourraient percer l'énigme déconcertante des livres anciens tels que le légendaire manuscrit de Voynich par exemple. Une grande partie du monde antique reste un mystère parce que nous n'avons pas été en mesure de déchiffrer leur langue. Il y a 4000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus dominait l'Inde et le Pakistan. Et les chercheurs pensent que cette civilisation s'est tellement développée qu'elle représentait 10% de la population mondiale. Malheureusement, ces villes sont aujourd'hui détruites et en ruine, ne laissant que très peu d'archives pour décrire qui ils étaient. Les archéologues s'efforcent toujours de comprendre cette culture oubliée. La civilisation de la vallée de l'Indus était suffisamment avancée pour créer son propre système d'écriture, l'écriture de l'Indus, mais elle n'a jamais été déchiffrée. Il existe des documents qui pourraient changer l'histoire, mais les scientifiques ne peuvent tout simplement pas les lire.
Satish Palaniappan, spécialiste du machine learning chez Microsoft, pense que l'écriture de l'Indus révélera d'innombrables secrets sur cette civilisation disparue, notamment sur sa connaissance du monde et sur sa vie quotidienne. Cependant, ces informations précieuses restent enfermées derrière ce qui est essentiellement un pare-feu de connaissances. Et Satish utilise actuellement des algorithmes d'intelligence artificielle pour tenter de décoder le texte. Lui et ses collègues ont récemment mis au point un algorithme permettant d'identifier les caractères similaires et de rechercher des modèles. Néanmoins, l'IA n'est pas encore assez puissante et les modèles génératifs n'ont pas été en mesure de donner un sens à cette langue ancienne. Mais les scientifiques espèrent que les progrès technologiques très rapides dans le domaine leur permettront de créer un modèle capable de décoder toutes les langues jamais écrites. Et si vous pensez que c'est un peu trop optimiste, en 2020, DeepMind, filiale de Google, a développé un algorithme appelé AlphaFold qui peut prédire avec précision les modèles de structure protéique. Cette découverte est considérée comme l'une des plus grandes avancées car cela pourrait conduire à des traitements plus efficaces pour les maladies et à une meilleure compréhension de la biologie en général. Numéro 6. Le bateau funéraire égyptien. Les pyramides d'Abou Sir ne sont pas des structures très connues en Égypte. Elles font partie d'une grande nécropole qui servait à enterrer la royauté égyptienne durant la 5e dynastie il y a environ 4400 ans. Ces pyramides sont en nombre de 4 et se situent à la limite du désert occidental au sud des pyramides de Gizeh. Et dans l'Antiquité, ces pyramides se dressaient à la périphérie de la capitale Memphis. Bien qu'elles ne soient pas aussi grandes ou impressionnantes que les pyramides de Gizeh, elles n'en restaient pas moins des monuments très importants. Et sous le règne de la 5e dynastie, Gizeh était devenu trop encombré, avec bien trop de pyramides et de tombeaux, et les nouveaux rois n'avaient plus d'endroit où ériger leurs propres monuments funéraires. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont installés à Abou Sir, où ils ont pu construire de grandes pyramides, loin de l'ombre des plus grandes. Cependant, les pyramides d'Abou Sir n'ont jamais impressionné les gens autant que celles de Gizeh. Elles ont été mal entretenues et ressemblent davantage à des termitières en forme de triangle. Et dans ce paysage de mort et de mémoire, les archéologues ont découvert un ancien bateau funéraire. Ils ont trouvé un bateau unique datant de 4500 ans à l'intérieur d'une tombe en briques crues. Cette découverte est très inhabituelle car le bateau est exceptionnellement bien conservé. Mais elle est également très étrange parce que le bateau n'a pas été retrouvé à proximité de l'une des pyramides royales. Il se trouvait dans les environs, mais pas assez proche pour avoir fait partie d'une sépulture à l'intérieur ou autour d'une pyramide. Et si la taille de la tombe suggère que le bateau appartenait à un membre de l'élite de la société, même les membres les plus éminents de la 5e dynastie n'étaient pas autorisés à avoir des bateaux funéraires. Ceux-ci étaient réservés aux pharaons et aux reines qui pensaient qu'ils étaient nécessaires pour se déplacer facilement dans l'au-delà, ou c'était du moins le consensus scientifique jusqu'à cette découverte. Les chercheurs ne savent pas à qui appartenait ce bateau funéraire, mais ils savent que son propriétaire devait être extrêmement riche et important. Et ils savent aussi avec pas mal de certitude qu'il ne faisait tout simplement pas partie de la royauté. Et l'un des seuls autres bateaux funéraires conservés en Égypte a été enterré à côté de la grande pyramide de Khéops. Numéro 5. Gènes royaux. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez un lien de parenté avec des personnages historiques? Cela peut sembler tiré par les cheveux ou même impossible, mais c'est peut-être bien plus probable que vous ne le pensez. Le généticien Graham Holton de l'université de Strathclyde suggère que de nombreuses personnes ont un lien génétique avec la royauté ou d'autres personnages historiques. Graham Holton lui-même a un lien de parenté avec le roi Édouard Ier, souverain d'Angleterre de 1272 à 1307. Il estime qu'environ 2 millions de personnes en vie aujourd'hui partagent un petit morceau de leur ADN avec le célèbre roi. Cela nous amène à l'un des plus grands mystères de l'anthropologie. Si l'on remonte suffisamment loin dans notre arbre généalogique, est-ce que tout le monde est apparenté?
Et selon le Population Reference Bureau des États-Unis à Washington, environ 107 milliards d'êtres humains génétiquement modernes ont vécu sur cette planète depuis 50 000 ans avant Jésus-Christ. Et en faisant un rapide calcul, et en considérant le nombre de personnes en vie aujourd'hui, et en divisant chaque personne décédée dans l'histoire, chaque personne vivante compte environ 15 personnes décédées. Cela peut sembler très peu, mais s'il n'y a que 15 personnes décédées pour une personne vivante, il n'est pas difficile de voir à quel point tous les habitants de la planète Terre sont au moins un tout petit peu apparentés. Au cours des 6000 dernières années, environ 300 générations ont vécu et sont mortes, ce qui a donné lieu à ce que les scientifiques considèrent comme un chevauchement génétique très important. Et en 1898, Joseph Chang, de l'université de Yale, a découvert qu'un ancêtre commun à tous les Européens existait il y a environ 600 ans, en tout cas selon son modèle de calcul. Cela signifie que si toutes les personnes ayant des ancêtres européens remontaient leur lignée jusqu'aux années 1400, il y aurait au moins une personne commune dans chaque arbre généalogique. Je rappelle encore une fois selon ces estimations. Et si l'ancêtre commun européen le plus récent a vécu il y a 600 ans, il aurait été par exemple le contemporain de Johann Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie. Numéro 4. Les androïdes antiques. Contrairement à la croyance populaire, les robots ne sont pas vraiment une invention très récente. Les premiers automates ont vu le jour dans la Grèce et la Chine antique il y a des milliers d'années. Il y avait par exemple des robots dans l'Angleterre victorienne et des robots sonneurs de cloches sont même apparus dans l'Europe médiévale. Et certains des tout premiers automates grand public étaient appelés jacquemart ou valet de l'horloge. Il s'agissait de robots faits d'engrenages qui sonnaient automatiquement les cloches des églises à certaines heures de la journée. Et au début du XVIe siècle, Léonard de Vinci a dessiné une colombe mécanique capable de voler grâce à des pièces mécaniques. Les archives de la Grèce antique indiquent qu'en 520 avant notre ère, l'ingénieur grec Dédale aurait construit une statue humaine capable de marcher toute seule. Mais il faut toutefois garder à l'esprit que Dédale était un personnage mythique et qu'il ne s'agissait probablement pas d'une personnalité réelle. Mais à la même époque, le poète grec Pindare a parlé d'automates sur l'île de Rhodes, les décrivant comme des figures animées sur les voies publiques faites de pierre mais respirant et se déplaçant. Des connaissances en matière d'automatisation ont-elles pu être oubliées il y a des milliers d'années ? Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreux chercheurs répondent par l'affirmative. En 500 avant notre ère, le roi Shu de Chine aurait fabriqué une pie volante et un cheval capable de marcher, le tout grâce à une technologie très avancée de ressort. Et le mathématicien grec Archytas de Tarente a réalisé quelque chose de similaire en 350 avant notre ère en fabriquant une colombe en bois actionnée par un système de poulies et de contrepoids, ce qui lui a permis de s'envoler à une distance étonnante de 200 mètres dans les airs. Et il ne faut pas non plus oublier le très célèbre mécanisme d'Anticythère, la machine grecque fascinante qualifiée de superordinateur ou d'ordinateur, récupérée d'une carcasse de navire en 1901. Et au début du XXe siècle, des archéologues ont identifié des engrenages et des mécanismes dans ce très curieux artefact. Et en 2008, une équipe de scientifiques de l'université de Cardiff a utilisé des scanners informatiques pour révéler des inscriptions sur le boîtier extérieur. Ils ont été choqués de découvrir que le mécanisme était utilisé pour suivre les mouvements de la Lune et du Soleil. Et les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit du premier ordinateur au monde utilisé pour prédire les éclipses et les orbites lunaires. C'est un fait remarquable si l'on considère qu'il a été construit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le mécanisme d'Anticythère est donc la meilleure preuve jamais trouvée que les peuples anciens maîtrisaient une technologie très sophistiquée. Mais pourquoi cet ordinateur a-t-il été le seul créé en 2000 ans ? Que s'est-il passé pour que les connaissances qui ont permis de créer une machine aussi sophistiquée n'aient pas progressé davantage ? Numéro 3. Le festin lacté. Il y a 5000 ans, les gens festoyaient comme ils le font aujourd'hui, mais avec un menu légèrement différent.
Des chercheurs ont récemment découvert d'anciens chaudrons datant de l'âge du bronze qui ont permis de voir à quoi ressemblait un festin préhistorique. Les cuisiniers de l'Antiquité préparaient un délicieux buffet composé de bovins, de cerfs et d'énormément de lait. Les chaudrons de l'âge de bronze ont été découverts en Russie et datés de 3520 à 3350 avant notre ère. Ces chaudrons sont parmi les plus anciens jamais découverts. Ils auraient été difficiles à fabriquer pour les premiers hommes de Russie. Et l'archéologue Christine Astorf du Centre de recherche de l'Université de Californie a déclaré qu'il fallait énormément de connaissances pour fabriquer un outil aussi important. Et les chaudrons étaient principalement utilisés pour préparer des ragoûts. Ces chaudrons particuliers ont été exhumés d'une poignée de sites funéraires près de la mer Noire. C'est la mer Noire. Non. Et les scientifiques ont analysé les protéines trouvées dans les peaux conservées pour révéler les ingrédients de cet ancien festin. Ils ont identifié du sang, du lait et des muscles de mouton, de chèvre et de vache. Toutes ces minuscules biomolécules ont été conservées à la surface du chaudron. Toutefois, on ne sait pas si tous ces ingrédients ont été mélangés et servis dans une sorte de soupe laiteuse et sanglante. Les chercheurs pensent que les chefs préhistoriques ont peut-être fait cuire la viande avec les produits laitiers, un peu comme s'ils avaient jeté un steak dans une marmite avec un demi-litre de lait. Il ne s'agissait pas non plus de petits chaudrons. Chacun d'entre eux était suffisamment grand pour permettre une cuisson communautaire. Et en juger par leur taille et les ingrédients qu'ils contenaient, les chaudrons ont pu être utilisés comme des bols de service géants. Les gens se servaient d'un ragoût bouillonnant et écumeux composé d'os, de viande et de lait chaud. Numéro 2. Les dieux de Carlisle. Au Carlisle Cricket Club, au Royaume-Uni, des fouilles récentes ont révélé les ruines d'un mystérieux bain romain. Les chercheurs ont trouvé la structure en ruine de ce qui aurait pu être un palais ou une résidence fastueuse. Ils ont également découvert des têtes sculptées représentant des dieux romains. Ces têtes ont été sculptées dans du grès il y a environ 1800 ans. Et bien que les archéologues n'aient trouvé que les têtes, ils pensent qu'elles faisaient partie de statues beaucoup plus grandes, peut-être des divinités romaines colossales qui, d'après les proportions, mesuraient environ 5 mètres de haut. Ces statues colossales de divinités romaines ont été érigées à l'extérieur de la luxueuse maison de quelqu'un. Le Carlisle Cricket Club est situé près des vestiges du mur d'Adrien qui marquait la frontière de l'Empire romain après son invasion de la Grande-Bretagne. Le mur d'Adrien marquait le point précis où l'Empire romain s'arrêtait et où, selon les Romains, la barbarie commençait. Les statues ont été retrouvées au bord d'une route pavée à l'extérieur des bains et des thermes du manoir. Et il est très probable que les statues massives aient été positionnées le long de la route pour impressionner les passants. L'établissement de bains lui-même a été identifié en 2017. Le Cricket Club travaillait à la construction d'un nouveau pavillon lorsqu'il est tombé sur des vestiges antiques. La découverte n'a pas été une grande surprise pour les historiens en raison du passé antique de Carlisle. À l'époque de l'Empire romain, la ville s'appelait Lugu Valium, mais les avis divergent quant à l'identité des habitants et à la représentation de ces statues. Certains experts suggèrent qu'elles ont été réalisées à l'image de l'empereur Septime Sévère et de son épouse Julia Domna. En revanche, l'archéologue Frank Giecco pense que les statues féminines étaient des effigies de Fortuna, la déesse romaine de la bonne fortune. Numéro 1. Homme dans le cratère. En Afrique du Sud, des scientifiques ont récemment découvert des gravures datant d'il y a 8000 ans. Normalement, la découverte de gravures préhistoriques ne serait pas vraiment digne d'intérêt. Mais cette fois-ci, les gravures ont été trouvées à l'intérieur du plus grand cratère d'impact de météorites au monde, qui porte le nom de structure de Vredefort. Il s'agit du plus grand cratère d'impact authentifié sur Terre. Et on estime que l'astéroïde qui a créé le cratère avait une largeur de 14 km et il se serait écrasé sur la Terre à une vitesse de 27 000 km par heure. Heureusement, l'impact a eu lieu il y a plus de 2 milliards d'années, à une époque où des formes de vie très simples, comme des micro-organismes, existaient sur Terre. Et si un tel impact se produisait aujourd'hui, la civilisation telle que nous la connaissons connaîtrait une fin effroyable et le monde tel que nous le connaissons cesserait d'exister.
Et dans le cratère de 306 km de large, on trouve de mystérieuses gravures d'animaux qui pourraient avoir eu une signification spirituelle. Et ces sculptures ont été réalisées dans les digues de granophyre, de longues tranchées créées par l'impact. Les hommes préhistoriques s'aventuraient dans ces énormes digues et y gravaient des images d'animaux tels que des hippopotames, des chevaux et des rhinocéros. Matthew Huber, scientifique de l'Université Free State d'Afrique du Sud, a déclaré que ces images avaient probablement été sculptées par les Khoïssans. Les Khoïssans sont considérés comme véritablement le tout premier peuple d'Afrique et vivent toujours d'ailleurs dans les plaines sauvages de Namibie, du Botswana et d'Afrique du Sud, avec une population estimée à près de 100 000 personnes quand même. Le mystère réside dans le fait que personne ne connaît la raison d'être de ces sculptures ni leur lien avec les digues de granophyre. Et les chercheurs estiment qu'elles ont un rapport avec les dieux, les esprits et la pluie. Et cette sombre forteresse perdue dans les montagnes turques garde de très sombres secrets depuis plus de 3000 ans. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.